Bonjour à toutes et tous, ravie de voir du monde et de différentes filières et nos intervenants qui prennent de leur temps pour venir partager leur expérience avec nous. Pour ceux que je ne connais pas, je m'appelle Naomi Daculsi, je suis chargée de mission au pôle Pépite et je vais faire un petit rappel de ce que c'est Pépite, comme ça nos intervenants verront aussi un petit peu plus clair, et puis pour ceux qui n'ont pas eu la présentation début d'année, vous verrez de quoi il s'agit. Donc les cafés sans filtre, c'est l'occasion d'aborder un sujet lié à l'entrepreneuriat, mais plus largement aussi qui peut vous interroger dans votre vie de tous les jours, notamment quand je me plante, je pousse. Cette peur un peu de l'échec qui revient souvent dans nos projets et dans tout ce qu'on fait tout au long de notre vie. Eh bien, nos intervenants sont passés aussi par là et vous partageront leur expérience. Et s'ils sont encore là, c'est que voilà, ils ont survécu et que on peut rebondir. Alors, la vidéo pépite, est-ce que c'est possible de... Hey, salut James, ça va? Hey, salut! Tu fais quoi là? Oh, je suis en train de réparer un petit truc sur la bécane d'un copain, c'est 3 fois rien. Eh, mais t'as l'air super doué, t'as déjà pensé à monter ta boîte? Oh, arrête, j'y connais rien. Et tu connais pas Pépite? Pépite, comme une pépite de chocolat? Ah, ça va, je rigole. C'est quoi ton truc? Alors Pépite, c'est le pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat en Nouvelle-Calédonie. Pour t'expliquer, c'est un pôle fait pour te permettre en parallèle de tes études de te lancer dans l'entrepreneuriat. Si tu as eu ton bac et que tu es en BTS, en licence, en master ou plus, et quel que soit ton domaine d'études, lettres, langues, maths, informatique, économie, chimie... Bon, en tout cas, il y a Pépite qui est là pour t'aider à lancer ta boîte et à devenir ton propre patron. Donc, pour t'expliquer, tu peux candidater seul ou en équipe. L'essentiel, c'est d'avoir une idée en lien avec tes études, tes passions, genre pour toi, la moto. Pas mal le tatouage. Ça peut être aussi une envie de reprendre une entreprise. Ou de créer ton association. Pépite va t'apporter, en dehors de tes cours, des ateliers pour t'aider. Tu auras des tuteurs, tu pourras rencontrer d'autres entrepreneurs et tu pourras avoir accès à une salle tout équipée pour travailler sur ton projet. Les autres avantages de Pépite, c'est de te permettre de remplacer ton stage ou ton projet tutoré par un stage ou un projet dans ta propre entreprise. Et tout ça, c'est gratuit. En plus, cerise sur le gâteau, chaque année, le prix Pépite récompense le meilleur projet. L'an dernier, un étudiant entrepreneur a gagné la somme de 1,5 million. Pas mal pour t'aider à monter ta boîte, non? Ah oui, trop bien! Mais attends, mais moi je suis plus étudiante. Non, mais si t'es jeune diplômé, tu as aussi accès à Pépite. Faudra t'inscrire en D2E, c'est un diplôme d'étudiant entrepreneur qui te permettra de redevenir étudiant pour t'inscrire à Pépite. Et même si tu pars continuer tes études en métropole, on pourra te mettre en relation avec le Pépite de ta région. Car Pépite, c'est valable dans toute la France. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Oh, mais c'est génial! Il y a plein de jeunes comme nous qui se sont lancés et qui sont aujourd'hui patrons et patronnes de grandes entreprises. J'adore. C'est choc. Excellent. Voilà pour vous donner une petite idée un peu plus précise de ce qu'on vous propose à Pépite, et je serais ravie d'échanger avec vous à la fin si vous le souhaitez pour répondre à vos questions et si vous êtes intéressé pour intégrer la prochaine promotion qu'on recrutera début 2024. En attendant, si vous êtes juste curieux, que vous ne savez pas trop si c'est pour vous l'entrepreneuriat, on organise un événement type créathlon. C'est un challenge sur 2 jours qui aura lieu à Bourail. Hébergement et repas sont pris en charge par l'organisation de Pépite et du lycée François d'Assise. Et on vous propose donc de constituer justement une équipe UNC. Il y aura également d'autres établissements. Il y a déjà 7 établissements de toute la Calédonie qui sont inscrits sur des formations post-bac. Et l'idée donc c'est d'avoir aussi l'université qui est représentée et de créer donc une start-up sur le thème du numérique, à savoir comment faire un monde plus connecté, comment faire que les gens soient plutôt liés entre eux plutôt que cela les distances. Et donc vous serez amené à réfléchir à ça, encadré par des coachs professionnels. Donc c'est pareil, je fais appel à des intervenants s'il y en a qui veulent venir coacher des équipes. Et il y aura des super lots à gagner pour les 3 meilleures équipes qui proposeront un projet, une idée, et qui viendront pitcher devant un jury de professionnels. Et donc ça, c'est le 28 et 29 septembre. Vous aurez bientôt l'actu sur vos boîtes mail étudiantes. Donc n'hésitez pas, pareil, si vous avez des questions à ce sujet, je répondrai avec grand plaisir. C'est vraiment fait pour vous. Et c'est une bonne expérience pour justement s'initier un petit peu déjà à qu'est-ce que c'est la création d'entreprise.
Alors bon, on va attaquer le vif du sujet. Je voudrais remercier tous nos partenaires, les membres fondateurs, également souvent les tuteurs, les intervenants de Pépite NC qui nous permettent de proposer des cafés sans filtre et des ateliers tout au long de l'année à nos étudiants, mais également un encadrement. Donc merci à eux. Et je vais laisser la parole à Jérémy, qui est du coup étudiant entrepreneur de la promotion 2023, qui va se présenter et animer ce café sans filtre. Donc à chaque fois, c'est pas un exercice évident pour eux de prendre la parole devant tout le monde et d'animer. Donc je vous demanderai d'être participatif et sympathique avec lui. Et voilà. Et on poursuivra du coup les échanges avec un petit déjeuner qui vous attendra à l'extérieur si vous voulez après poser d'autres questions à nos intervenants. Merci, puis je laisse la parole à Jérémy. Donc bonjour à tous et merci aux intervenants d'être là. Donc vous le savez, le café sans filtre, il se déroule aujourd'hui et il se déroulera comme suit. Premièrement, la présentation des projets Pépites 2023 qui sont sur la première ligne. Deuxièmement, la thématique du jour, quand je me plante, je pousse. Ensuite, on a la présentation de Marie-Hélène Duchemin sur le sujet. Puis la table ronde suivie du café croissant. Donc là, vous avez en image la promotion Pépite 2023 à la station N. Donc Pépite, vous l'avez compris, c'est le pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. Et je vais introduire un peu les projets. Moi, mon projet, c'est l'importation de véhicules russes de la marque Oise qui n'ont jamais été importés en Nouvelle-Calédonie. Donc en fait, on constate dans le marché automobile une premiumisation de toutes les voitures en fait en Nouvelle-Calédonie. Pourtant, il y a une demande de véhicules un peu comme les vieux Land Rover Defender. C'est un peu ce que je voudrais ramener en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, j'ai fait quelques mots sur mon sujet, sur mon projet. J'aimerais aussi que les pépites fassent de même aussi. Donc je peux donner la parole à Anne-Claire, par exemple. Bonjour à tous. Alors moi, c'est Anne-Claire. Mon projet, c'est de créer un écolodge, donc avec des types d'hébergements différents et des activités vertes. Bonjour, donc moi c'est Regina. Je vais monter une boîte dans l'immobilier, dans la location longue durée de Tiny House en Nouvelle-Calédonie. Bonjour, moi c'est Noémie et je veux mettre et promouvoir les petits déjeuners calédoniens au plus près des Calédoniens. Bonjour, je m'appelle Lucien Emmerich. Je gère depuis 1 an et demi une agence événementielle et de location de matériel audiovisuel à Nouméa. Et à travers le programme Pépite, j'ai décidé de lancer Camping, qui est une entreprise de location de matériel de camping et tout l'univers outdoor en Nouvelle-Calédonie. Merci. Bonjour, moi c'est Nathan. Moi je porte le projet médical qui est une solution numérique au recrutement sur le secteur de la santé. Donc l'idée c'est de pouvoir aider les hôpitaux, les établissements de santé à trouver du personnel soignant et puis donc aider le personnel soignant à trouver des postes en Nouvelle-Calédonie. Bonjour, du coup, je suis sur une appli pour les restaurateurs. L'idée, c'est de permettre aux clients de commander depuis la table. Voilà, simple. Bonjour, Louis Boud. Donc, mon projet, c'est des kits de jardinage pour rendre accessible la multiplication des plantes à tous. Voilà. Et donc, j'étais avec Erwan dans la promo Pépite il y a 1 an ou 2. Voilà, merci les pépites, merci les anciens pépites. Donc si vous avez des questions et des remarques sur nos projets, vous pouvez nous voir après au Café Croissant. En plus, on peut passer. Donc voilà, quand je me plante, je me pousse. Et plus simplement, comment faire que l'échec soit une expérience enrichissante dont on peut tirer du positif. Vous savez, ou vous savez peut-être pas, mais les Chinois n'ont pas de mots et de termes pour définir crise. Ils utilisent le mot weiji qui veut dire opportunité. Ils disent pas la crise sanitaire liée au Covid-19, ils disent l'opportunité sanitaire liée au Covid-19. Ouais. Parce que eux, ils pensent que justement, à travers une crise, on peut y découler des avantages qui vont nous permettre de nous améliorer et de pivoter. Je peux donner l'exemple aussi de Piggly Wiggly, qui en fait était donc un concept révolutionnaire à l'époque où il a été inventé dans les années 1900 par Clara Saunders. Excusez mon accent anglais. Hein.
Et donc le concept est révolutionnaire parce que ça s'appelle à ce moment-là le libre service. C'est le premier supermarché qui a été créé. Et donc c'est quand même un échec parce que il n'a pas fonctionné, les gens n'ont pas compris. L'invention était bonne mais au mauvais moment. Donc c'est pas parce que le projet est un échec que c'est forcément vous. Ça peut être tout simplement un mauvais moment, un mauvais timing et ça c'est pas inscrit dans les mentalités, vous voyez. Ensuite, en parlant de personnes, donc c'est pas parce que votre projet ne marche pas qu'il faut être forcément nul. Donc par exemple, on peut donner l'exemple de Thomas Edison. Est-ce que vous savez c'est qui? C'est l'inventeur de l'ampoule électrique. Il a inventé aussi plein de choses. Je crois qu'il y a 500 000 brevets à peu près à son actif. Ouais, c'est à peu près ça. Excusez-moi, je tremble un peu le micro. Est-ce que vous préférez que je parle comme ça parce que je préfère personnellement mais... Okay. Donc, je vais parler comme ça. Donc, Thomas Edison, oui, c'est l'inventeur de l'ampoule en 1879. Et donc, lui, au niveau résilience, il sait ce que c'est. Lui, il a fait 700 essais infructueux avant de trouver l'ampoule. Donc, lui, il a dit, je cite, le génie, c'est 1% d'aspiration et 99% d'effort. Il a dit que c'était la persévérance qui l'a amené à trouver et non pas finalement son génie. Il a dit également, après ces 700 essais infructueux, je n'ai pas échoué une seule fois, j'ai simplement découvert 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Et enfin, je vais laisser Marie et Hélène introduire un peu le sujet. Merci, Jérémy. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour les pépites, les anciens pépites, et bonjour les GEMA. Alors, quand je me plante... Et les licences de droit, merci Elise, pardon. Et l'ensemble de tous nos présents et partenaires. Quand je me plante, je pousse. Alors, Naomi m'a demandé de faire cette introduction. J'espère que je vais être à la hauteur. J'ai essayé surtout de m'inspirer de ce que j'avais vécu en tant qu'ancienne chef d'entreprise et des difficultés et des rebondissements éventuels. Donc, quand je me plante, je pousse. J'ai sans arrêt une petite phrase qui remue allègrement dans ma tête, qui est « Ce qui ne me tue pas me rend plus forte ». C'est l'histoire de 3 personnes, presque 4 avec moi. Anne-Cécile, qui est étudiante à l'école de commerce de Dancy à d'Angers et qui apprend un matin que son père vient de décéder, lui laissant l'héritage d'une ferme avec 250 bêtes. Et elle se retrouve en 3e année d'école de commerce avec cette exploitation agricole. C'est l'histoire de Jean-Jacques, serial entrepreneur qui a fondé une presque licorne, Stouty, en 2011, et qui, à sa 5e levée de fonds, se retrouve à déposer le bilan, et même plus que ça, en liquidation judiciaire, du fait d'un grand groupe qui a spéculé et qui a joué avec lui lors de sa levée de fonds. Et c'est aussi l'histoire de Clémence, qui, à 3 semaines, fait un arrêt respiratoire et se retrouve sous couveuse. Et c'est aussi l'histoire de Bibi, moi, bientôt Quinquin. Et qui suis-je? J'ai créé 3 entreprises, j'en ai pensé 50, peut-être plus que 50, mais ça a été une aventure avec des hauts et des bas. La première entreprise que j'ai créée, j'ai quelques années après la création un associé qui quitte le navire. Que s'est-il passé? Synergistat, c'était mon premier cabinet. Les 6 premiers mois, c'était le concours à la chasse commerciale. Donc vous imaginez talons aiguilles, tenue jupette, etc., à démarcher les entreprises pour essayer de signer des contrats. Mais quand on est statisticienne de formation, on a plutôt l'habitude derrière des écrans et pas du tout faire de commercial. Donc je transpirais, vous pouvez rire à grosses gouttes sur les parkings des voitures, des entreprises que j'allais démarcher, parce que j'avais la peur au ventre et je ne signais pas un contrat. Les 6 premiers mois, pas un contrat ne tombe. Et à un moment donné, je décide de tout plaquer. Alors pas les entreprises, pas l'entreprise, mais je décide d'arrêter de me mettre en jolie jupette et petits talons aiguilles, et je mets mes vieux jeans, mes baskets. Et là, ça paye, je suis moi-même et je décroche mon premier contrat avec la SNCF sur 5 ans. Et ça, c'est le début de l'aventure. Mais il fallait manger, payer les charges que j'avais et mes responsabilités familiales, donc pas assez de sous. Donc 8h du matin, 20h, c'est Synergistat, mon entreprise. 20h, 22h, déménage dans d'autres entreprises. Et 23h, 5h du matin, picking chez Decathlon Logistique. Je fais ça pendant plusieurs mois pour avoir de l'argent et vivre au quotidien.
Et puis, force est que de nombreux contrats arrivent petit à petit. Et ça, à ce moment-là, on vit bien. Je me retrouve avec 10 salariés. Tout va bien. Jusqu'à un jour où mon associé, qui était un ancien stagiaire, arrive et me dit je suis pas fait pour ça. J'ai trouvé un travail de salarié à Paris. Je quitte tout. Je te laisse. Il me laisse en gardant ses parts. Il refuse de vendre ses parts. Et évidemment, j'avais pas anticipé. On était à 50-50. Donc, je vous fais pas de dessin quant à la situation. Mais j'arrive à tout cumuler. Tout ça pour vous raconter, vous dire qu'on vit aujourd'hui dans une société qui est à la course au diplôme, à la course de la réussite, à la course de la plus belle innovation, de la plus belle entreprise, de la plus belle création. On ne parle que des réussites. Vivre un échec, c'est douloureux dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et pourtant, avant d'atteindre un résultat, c'est des essais, des heures de travail, de l'expérimentation, des tests. Nos succès, pour moi, eh bien, ils sont nourris de nos échecs. En définitive, quand on veut progresser dans son apprentissage, il faut savoir échouer. Il faut savoir tomber. Et c'est en tombant qu'on apprend à se relever. L'échec nous apprend à mieux nous connaître, à identifier nos forces, nos faiblesses, pas que grandir, définir aussi des projets, définir avec pertinence les objectifs, où on va, la vision. Un entrepreneur, un créateur d'entreprise, il a une vision. L'échec, il fait partie, pour moi, de la vie. C'est un mal pour un bien, en définitive. Il nous aide à nous construire dès lors qu'on voit les choses positivement. Il ne faut pas les voir négativement. Dès lors qu'on reste dans le positif, positive attitude, eh bien, cela va nous aider. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un facteur clé, la prise d'initiative, parce que on va réfléchir, on va agir dans la réflexion, dans l'analyse, ça nous aide à prendre de la hauteur. On fait des allers-retours entre les erreurs, les réussites, entre les tests, les essais. On est en MVP 1 jusqu'au MVP final. On va tester et toujours penser client et grâce au client construire quelque chose qui s'améliore. Alors que sont-ils devenus? Leur histoire. Anne-Cécile, aujourd'hui, elle est diplômée d'Audencia, elle est consultante, experte dans le domaine agricole. Elle est aussi agricultrice à la tête de son exploitation et elle a embauché 2 salariés. Jean-Jacques, il s'est pas laissé faire, il a rebondi, il a une nouvelle société, Ideoki. Il est aujourd'hui accompagnateur de start-up, il aide les start-up dans leur croissance, il est accélérateur de leur croissance. Clémence, elle a 8 ans, bon, c'est ma nièce. Elle court, elle joue, elle rit, elle a aucune séquelle. Et moi, qu'est-ce qui s'est passé? Après 3 entreprises créées, une belle vie d'entrepreneur, en toute honnêteté, je vivais très bien. Eh bien, j'ai tout laissé tomber à 37 ans pour faire une thèse. Et parce que je voulais transmettre ma passion de l'entrepreneuriat, je voulais dédier mes recherches à l'entrepreneuriat, à l'accompagnement entrepreneurial. Je suis aujourd'hui maître de conférence en sciences de gestion et je travaille ma recherche en entrepreneuriat. Alors, les mots que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est quand l'angoisse vous assaille, elle vous terrifie, mettez-vous en mode projet. Toujours, toujours. Essayez de définir des objectifs. Et en bricolant, vous allez trouver une cohérence à votre vie, vous allez trouver un chemin. Et puis, dites-vous cette phrase de Christophe Colomb qui est « Tu ne traverseras jamais l'océan si tu as peur de perdre de vue le rivage. » Alors osez, tentez. Il faut y aller. Foncez, vous êtes jeune. L'échec pour moi, et j'espère pour vous, ce sera jamais une fin en soi. Je laisse donc la parole à Jérémy. Donc, merci Marie-Hélène, c'était très intéressant. On va donc donner la parole à nos intervenants qui aussi ont leur mot à dire et puis leur entreprise et leur projet aussi. Donc, messieurs, mesdames les intervenants, est-ce que vous pourrez vous présenter et présenter votre projet, votre entreprise? Alors bonjour à tous, je m'appelle Aude, j'ai 37 ans. J'ai aujourd'hui une entreprise qui propose des services de gestion administrative, commerciale et financière. Et j'en suis arrivée là après plusieurs échecs, y compris dans mes emplois de salariés, parce que j'ai commencé par là. Donc je vais vous expliquer un petit peu mon parcours. Alors déjà, j'ai fait une école de commerce. C'était très large.
Je me suis spécialisée dans les achats et la logistique et je pensais vraiment faire une grande carrière là-dedans. Et je me suis complètement plantée en fait. Je pense que j'ai dû répondre à des, des attentes, soit de la société, soit de ma famille, j'en sais rien. En tout cas, ça n'a pas fonctionné. Donc déjà, premier échec. Ensuite, j'ai rebondi, j'ai voulu monter une entreprise. J'ai voulu en fait créer un site internet, une plateforme web dédiée aux activités et aux services pour les enfants. Ça, c'était en 2017. Donc, je me suis lancée là-dedans avec toute ma fougue, toute ma passion. J'étais jeune maman, etc. Donc, je pensais vraiment que ça allait fonctionner parce que j'y croyais très, très fort. Et bon, bah, ça n'a pas fonctionné. J'ai fait des choix qui n'ont pas fonctionné. J'ai fait des partenariats qui n'ont pas fonctionné. Et c'est marrant parce que je suis aujourd'hui ici, parmi vous, dans cet amphithéâtre où j'ai fait une intervention lors de Diginova en 2018 ou 2019 peut-être, où j'ai parlé justement de ce projet de plateforme qui s'appelait Kideo, dont la page Facebook existe toujours d'ailleurs, parce que je n'ai pas réussi à la fermer, entre autres. Et je suis là aussi pour exorciser la chose. C'est-à-dire que pour moi, ça a été vraiment quelque chose de très difficile de cet échec en fait sur quelque chose où j'étais persuadée que ça allait fonctionner. Alors l'idée était bonne. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a repris l'idée. Enfin, elle n'a pas repris, elle a eu aussi l'idée parce qu'on n'est pas seul à avoir des idées, bien sûr. Et cette personne a lancé le site kids.nc. Donc, je trouvais ça marrant parce que, bon, moi, j'avais depuis abandonné l'idée de monter ce projet-là. Et donc, cette personne a réussi à monter son site. Et je suis contente que ça fonctionne parce qu'effectivement, c'est un service qui est utile pour les familles, pour les parents, etc., pour trouver en fait des activités pour leurs enfants. Voilà, alors... Dans mon parcours, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Ce que disait Marie-Hélène tout à l'heure, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, ça c'est évident. J'ajouterais aussi que l'expérience vient quand on échoue. J'ai jamais autant appris qu'avec Kideo. Pourquoi ? Parce que j'ai quand même porté le projet pendant 3 ans. Ce qui n'est pas rien. Et pendant 3 ans, j'ai touché à énormément d'outils. Je me suis intéressée à tout, puisque quand on est entrepreneur, on essaye de gérer en fait toutes les parties, on fait à la fois du commercial, à la fois de la gestion, du financier. On va chercher des financements. Bref, on touche à tout. Donc ça, c'est clair que là-dessus, je me suis formée un peu sur tout. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est les rencontres qu'on fait. Parce que c'est vrai que j'ai rencontré énormément de personnes grâce à ce projet. J'avais commencé à rencontrer des personnes aussi en parallèle de Kideo. Je travaillais à l'époque pour les Nouvelles-Calédoniennes et je m'étais... arrangé pour aller voir justement les personnes qui m'intéressaient dans le cadre de mon projet, etc. Donc du coup, tout était orienté pour réussir dans ce projet-là. Et c'est vrai que j'ai rencontré énormément de monde. Ça m'a permis de faire grandir mon réseau. J'ai rencontré aussi d'autres entrepreneurs. À ce moment-là, il y avait, on est en général amené à faire des ateliers comme ceux de Pépite. Moi, j'ai fait partie aussi de différentes promotions. Alors, j'ai été dans une promotion avec l'ADI, qui est une association pour le microcrédit, qui proposait donc des formations pour les entrepreneurs. 2 ans plus tard, pour me remettre un peu dans le bain, je refais une formation avec Initiative NC. Donc, je pense que j'ai épuré vraiment toutes les formations disponibles et gratuites pour justement lancer mon entreprise. Et à chaque fois, on m'a donné des outils. À chaque fois, ça a été vraiment des expériences hyper enrichissantes. Voilà. Ensuite, pour finir, je dirais que je me suis découverte moi-même
C'est-à-dire qu'à force de tester des choses, on finit par trouver ce qui nous convient vraiment. Pour ma part, je pense pas avoir encore trouvé définitivement ce qui me convient vraiment, mais en tout cas, je suis dans une espèce de transition. C'est-à-dire que de fil en aiguille, je suis arrivée à faire de la gestion administrative, commerciale et financière. Je me suis mise au service des petites entreprises parce que justement, j'aime pouvoir toucher à tout dans les entreprises. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et voilà, en attendant de pouvoir retrouver un projet, une idée, pour l'instant, je m'occupe des autres et ça me va bien. Ça me permet aussi de mettre un peu d'argent de côté pour les différents projets. Et puis j'ai un petit garçon de 6 ans, donc on sait que quand on est jeune maman, en plus solo, c'est pas évident. Voilà, faut aussi manger, hein, c'est ce que disait Marie-Hélène tout à l'heure. Donc on fait ce qu'on peut pour l'instant. Et c'est vrai que des idées, j'en ai toujours, hein, ça fuse, mais bon, voilà. Pour l'instant, j'attends que ce soit le bon moment. Et en tout cas, il faut pas hésiter à se lancer. Je pense que si je m'étais pas lancée, en tout cas, si j'avais pas eu des portes qui s'étaient fermées, j'aurais jamais ouvert d'autres portes vers d'autres horizons. Ça, c'est évident. Parce que quand une porte se ferme, au début, on se dit c'est la fin du monde, ça va pas du tout. Voilà. Bon, passer ce moment qui dure jamais, après, on voit les nouveaux horizons. Et là, c'est là que ça devient intéressant parce que c'est là que vous allez puiser au fond de vous pour trouver justement quel est votre leitmotiv, quelle est votre envie profonde, votre motivation et votre passion peut-être à aller vers un projet. Voilà, merci pour votre écoute. Merci Aude. Bonjour à toutes et à tous. Moi je suis Pierrick Lautrec, j'ai 59 ans. Je viens à peine d'arriver en Nouvelle-Calédonie. Je suis arrivé le 11 juillet, pardonnez-moi. Voilà, je connais quand même le territoire. Et félicitations en tout cas pour ton témoignage. Et je pense que le message, si je n'avais pas trouvé de porte fermée, je n'en aurais pas ouverte d'autres. C'était déjà un très beau message à transmettre. Alors, je commencerai mon allocution et je me présenterai très rapidement, parce que du haut de mes 59 ans, je pense que la matinée ne suffira pas. Je commencerai par vous donner une phrase de sœur Emmanuelle qui m'a inspiré et propulsé ces 5 dernières années. La vie est un risque, celui qui n'a pas risqué n'a pas vécu. À bon entendeur, donc vous êtes plein d'énergie, plein d'ambition, félicitations, foncez, c'est le moment. Voilà. Alors en ce qui me concerne, je suis un entrepreneur sur le tard, car je me suis mis dans l'entrepreneuriat à 54 ans. J'ai fait une carrière, multicarrière dans la logistique, l'international, la finance et les assurances, suite à un grave accident de moto dans les années 2000. Ça a été riche d'expériences et je suis devenu donc assureur spécialisé en prévoyance, en protection sociale. Il n'y a pas de hasard. Voilà, c'est mon ADN. Je viens ici m'installer en Nouvelle-Calédonie après une première tentative en 2019 qui a été infructueuse pour aller au bout de ma démarche, non pas de mon rêve, mais en tout cas au bout de ma démarche. Donc, deuxième ou troisième message, après celui d'Aude, soyez tenaces. Voilà, donc je viens monter un cabinet de courtage en assurance spécialisé en protection sociale avec toutes les contraintes que je vais rencontrer en Nouvelle-Calédonie, car le code des assurances calédonien est très différent de celui de la France. Et les produits que j'ai en tant que courtier avec mon cabinet français n'existent pas ici, en tout cas ne sont pas éligibles. Donc c'est une première difficulté. Et j'ai une seconde casquette de conseiller en investissement financier. Je fais donc je vais le dire avec modestie, de la gestion de patrimoine. Voilà. Et j'interviens ce matin sur le thème je me plante, je pousse. C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Je vais vous faire part simplement de mon témoignage. Et c'est une bonne leçon que je souhaiterais vous transmettre. J'ai fait ma carrière. Alors, je vais vous faire grâce de mes différents métiers professionnels. Et je vais focaliser sur le dernier, qui est celui de l'assurance,
où je travaillais comme inspecteur EI dans un grand groupe d'assurance spécialisé en protection sociale, que je ne citerai pas. J'avais... pardonnez-moi, je viens de perdre le fil de ce que je voulais vous dire. Ah, zut. Oui, voilà. J'avais, au travers de mon expérience professionnelle, dans mon métier, différentes compétences, la prévoyance individuelle et collective. L'individuel, c'est tout ce qui touche le particulier ou l'indépendant. La collective, c'est tout ce qui touche l'entreprise. J'avais une compétence sur tout ce qui est placement financier, épargne, retraite. Une autre compétence sur tout ce qui est financement, donc aide au financement, assurance emprunteur. En fait, en tant qu'assureur, j'avais la prétention de connaître tous les métiers de l'activité d'assureur. Et en montant mon cabinet en 2018, je me suis dit, je vais investir tous ces marchés puisque je suis compétent, je sais le faire, je l'ai prouvé en tant que salarié. Et ça a été mon premier échec. Donc, un message à vous passer. Lorsque vous avez une idée, focalisez-vous sur un point sur lequel vous êtes vraiment compétent. Et si vous avez donc la volonté d'aller développer ce marché, focalisez-vous sur ce marché. Ne faites pas comme je l'ai fait, où je me suis dispersé sur différents marchés. J'ai perdu énormément d'énergie, énormément de temps. Et puis après, eh bien, arrive la démotivation, le manque de conviction. Donc, un autre message à vous passer également, jeunes gens, lorsqu'on a une démarche d'entrepreneur, si vous ne croyez pas en ce que vous faites, passez à autre chose. Donc, ne lâchez pas, soyez convaincus. Et en effet, on parlait, quelqu'un, je pense que c'est vous, Naomi, ou pardonnez-moi, vous parliez de vision. En effet, il faut avoir la capacité à se projeter, faire un business plan, apprécier la trésorerie, tout ce que je n'ai pas fait. Je travaillais au feeling avec, fort de mes compétences. Ça a été également une erreur. Et une chose importante, je viens sur ce marché de l'assurance en Nouvelle-Calédonie très saturé, hyper concurrentiel. Donc, je n'arrive pas. Ça fait 7 ans que je fais des allers-retours. Donc, je connais tous les opérateurs, assurance et gestion de patrimoine. Et il y a une clé également, une des clés de la réussite, c'est savoir être entouré. Vous pouvez avoir de la compétence, de la connaissance, vous êtes bien diplômé, c'est une chose. Vous avez besoin de financement, vous avez un projet qui tient la route, et pardonnez-moi, des garanties, on peut trouver du financement. En revanche, le troisième triptyque, et vous voyez, c'est stable, 3 pieds, hein, c'est le réseau. Tout ce que je ne fais pas, ce que je n'avais pas fait en France, je suis en train de le faire ici par nécessité et pure conviction. Sans réseau, on ne fait rien. Voilà. Donc, je vous souhaite en tout cas tous mes bons voeux et je vois qu'il y a des jeunes gens qui ont eu des projets tout à fait intéressants. Félicitations d'avoir aussi jeune une vision du marché. Je ne sais plus quel jeune homme parlait d'importation de véhicules russes. Hein, c'est ton prénom, rappelle-moi. Jérémy. Ben, Jérémy, fichtre. Fonce. Voilà, tu risques d'être sur une niche, mais en effet, intuitivement, je pense qu'il y a de la demande. Voilà. Je vous remercie. Merci. Merci. Alors, pour pas répéter sur toutes les expériences, c'est peut-être un autre aspect que j'ai envie de échanger avec vous ce matin. Donc, moi, je m'appelle Astrid Arbet. J'ai monté, en fait, alors que j'avais 25 ans, une start-up en France. C'est peut-être sur ce sujet-là que je vais appuyer. Donc, moi, mon parcours, c'est voilà, ingénieur en informatique dans un monde d'hommes. Je m'associe à quelqu'un pour avoir le culot, c'est toujours ce que je dis, de concurrencer le journal d'équipe. Je ne sais pas si vous connaissez en métropole, voilà, quotidien sportif par excellence qui ne s'était pas lancé sur Internet. Et on a le projet fou de lancer un média voilà, d'information sportive à cette époque où on était au balbutiement d'Internet, puisque c'était en 2000, vous voyez, juste avant les Jeux de Sydney. Donc la belle histoire, c'est vraiment une histoire de start-up, hein. On démarre dans un garage, on arrive à séduire en fait des jeunes aussi fous que nous, parce qu'il faut savoir que dans le monde des médias, pour avoir une carte de presse, c'est très très compliqué, et être reconnu comme organe de presse, c'est aussi un parcours du combattant. Donc il faut croire, il faut avoir des convictions. Il faut avoir aussi l'humilité. Alors nous, on était un petit peu foufou puisqu'on se disait, on va concurrencer l'équipe, ils ne se lancent pas, on va être les plus forts, on va savoir faire de l'information sportive. Et puis, on grossit très vite. On séduit des gros investisseurs en France qui sont Dassault et France Télécom à l'époque.
Dassault qui rachète Le Figaro. Donc, on doit vous dire que c'est la très belle histoire. On est plein d'idéaux parce que on veut aussi impliquer nos collaborateurs en disant on va tous vous offrir des CDI si on avance. On lève 25 millions de francs à l'époque, qui représentent aujourd'hui, je sais pas, c'est peut-être 25 millions, c'est à peu près ça, quoi, de francs calédoniens. Et on monte à 35 personnes très très vite. On recrute des gens un peu plus matures que nous. Et nous, dans les idéaux, dans notre folie, notre jeunesse, on crée cette rédaction, on devient organe de presse, on arrive à délivrer des cartes de presse et tout va bien. Sauf que 3 années plus tard, éclatement de la bulle Internet, on remet en cause beaucoup de choses. Et là, vu qu'on s'était structuré avec beaucoup de CDI, on n'a pas pu s'alléger. Alors, ce n'est pas qu'il ne faut pas proposer des CDI, c'est plutôt que dans la gestion d'une entreprise et aussi la croissance, il est important d'avoir aussi des gens qui sont dans un moment d'activité fort, de pouvoir justement faire appel à des gens en CDD ou des patentés. Il n'y a pas de honte à ça, parce que si jamais ça ne se passe pas bien, on peut aussi préserver ses emplois et aussi s'adapter au contexte économique. Donc, moi, par rapport à cette expérience-là, on s'est retrouvé du jour au lendemain de 35 salariés à 2, dans des locaux, vous imaginez, très, très grands. L'annonce aussi, à un moment donné, de dire on est obligé de faire un dépôt de bilan parce que malheureusement, on s'est emballé, on n'a pas su gérer cette structure convenablement par rapport à un média, et ça peut être très vertigineux. Donc, oui, il y a des belles histoires, l'échec renforce, mais c'est vrai que si aussi on n'est pas solide ou pas entouré, on va dire personnellement, il y a des histoires tristes de chefs d'entreprise qui, parce que ce côté où on est dans la lumière et d'un seul coup on devient dans l'ombre et qu'on est en échec et qu'on a quand même des contrats pour pouvoir relancer, c'est très compliqué. Donc la petite histoire, c'est 2 ans de dépôt de bilan, ou à bosser comme Marie-Hélène dans des horaires pas possibles, avec des enfants, avec un conjoint qui est aussi dans l'aventure avec moi. Voilà, les deux, on était 2. Et à un moment donné où on achète notre premier appartement qu'on revend aussitôt, voilà, parce que pas les moyens, et aussi de savoir se protéger. Parce que ce qu'on ne pense pas assez, c'est que malheureusement, l'encadrement d'un chef d'entreprise, il faut savoir aussi bien souscrire à des contrats de prévoyance qui sont utiles dans ce cadre d'échec, parce qu'on peut se retrouver très vite à la rue. Il ne faut pas l'oublier. Et souvent, quand on crée, on ne pense pas à tout ça. Et où on a une maladie, où on a un accident, ça arrive. Alors, ce n'est pas pour le côté obscur, mais je pense que c'est plutôt par l'expérience où on se dit c'est très bien de créer, c'est très bien d'avoir un projet, et on fonce, et il n'y a pas de souci. Mais ne vous oubliez pas en tant que personne, parce qu'après, vous êtes tout seul face aussi à cet échec. Et vous pouvez avoir bien sûr des soutiens, mais c'est pas non plus. C'est là où vous voyez vos vrais amis. C'est comme toujours. C'est dans les problèmes qu'on voit avec qui on est entouré. Et la belle histoire, c'est que 2 ans après ce dépôt de bilan, on y croyait, on s'est retroussé les manches, on a bossé comme des fous et on a intégré Le Figaro. Et aujourd'hui, Sport 24, reste un média incontournable en métropole face à l'équipe. Alors, on n'est pas les premiers. Voilà, des salariés qui étaient au départ sont restés attachés à cette marque. Vous voyez, parce que aussi, c'est quand vous croyez dans votre entreprise, que vous savez transmettre votre passion, les gens vous suivent. Et même si par moment, il y a des petits moments creux, ils vont peut-être vous abandonner un petit peu, mais ils vont revenir. Et ceux qui restent, surtout ceux qui restent, sont de toute façon des employés, mais tellement fidèles et tellement attachés à votre entreprise qu'ils sont prêts à se dépasser. Parce qu'une entreprise, ce n'est pas qu'une seule personne, ce n'est pas qu'un chef d'entreprise. Et c'est là où aujourd'hui, on parle beaucoup de bien-être au travail, de donner envie à vos collaborateurs d'être des happy collabs. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ce bien-être, c'est aussi l'adhésion à votre projet et d'avoir une équipe, comme vous disiez, complètement entourée. Donc, n'ayez pas peur de l'échec. C'est sûr, en tout cas, quand on crée quelque chose, si on a peur de l'échec, il faut arrêter. On peut pas, c'est antinomique. Donc, et quand vous croyez à quelque chose, vous êtes plus que motivé. On vous donnera toujours, il y aura toujours des ouin-ouin, des gens qui vont vous dire attention à ci, attention à ça. Si vous êtes persuadé de votre projet, mais foncez et mettez en place justement ces garde-fous sur les ouin-ouin que vous entendrez. Et là-dessus, vous progresserez. Et le dernier mot que j'aimerais dire, c'est la folie, oui,
l'entrepreneuriat, de toute façon, on est un petit peu tous foufous quand on se lance dans cette aventure, mais aussi l'humilité. L'humilité d'écouter que l'idée qu'on a eue, il y en a peut-être d'autres qui l'ont eue, que c'est le fait aussi de s'associer avec d'autres gens qui vont faire que, comme une recette de cuisine, tout le monde peut avoir les mêmes ingrédients, mais à la fin, la saveur, elle peut être complètement différente en fonction du pourcentage d'ingrédients que vous mettez dans votre plat. Et des fois, c'est un ingrédient qui va tout changer à votre plat. Donc voilà, pensez à ça et franchement, je vous invite dans cette aventure de l'entrepreneuriat parce que il n'y a rien de mieux. Moi, j'ai beaucoup de mal à m'adapter dans les entreprises parce que voilà, il y a ce côté fougueux et un peu rebelle quelque part quand on est entrepreneur de dépasser certaines limites. Merci. Merci Astrid. Bonjour à tous, moi je m'appelle Guillaume Terrien. Alors pour raccrocher un peu les wagons, déjà je voudrais féliciter Astrid puisque moi justement dans les années 2000 j'avais 13 ans et quand Sport 24 est sorti, je lisais beaucoup sur Sport 24, on se connaissait pas, on s'est rencontrés il y a 3 ans quand je suis arrivé sur le territoire et ça m'a fait un peu halluciner, j'étais genre waouh, Sport 24 c'est mon idole tout de suite quoi, clairement. Donc voilà, bravo pour ce projet. Écoutez, moi j'ai 36 ans, je m'appelle Guillaume Terrien, je suis le fondateur de 2 web médias, Néotech et Néocéan que vous connaissez peut-être, et d'une société de production audiovisuelle qui s'appelle Néomédia. Je vais vous raconter un peu mon parcours, puisque finalement là aujourd'hui on se dirait que le mec a 3 boîtes, il continue à entreprendre et tout, mais il y a 4-5 ans j'avais dit l'entrepreneuriat plus jamais pour moi, et finalement là je me suis renié moi-même. J'ai commencé par faire une école de commerce. C'est important parce que finalement en école de commerce on apprend tout et rien. C'est-à-dire qu'on est formé à beaucoup de choses et en même temps à pas grand-chose dans le fond. Ce qui est un peu le cas finalement d'un entrepreneur. On doit apprendre sur beaucoup de choses et c'est difficile d'aller creuser des sujets type le juridique, administratif, tout ça, des sujets comme ça. Ça fait un peu écho à cette formation d'école de commerce. Ensuite, je me suis spécialisé en management artistique et culturel à l'époque et j'ai commencé, on va dire, mon parcours entrepreneurial, si je peux l'appeler comme ça, par la création d'une association artistique. Alors forcément c'était un premier pas à la création d'entreprise, en tout cas d'organisation, et cette association faisait tout ce qu'il y a de plus traditionnel. On faisait de l'événementiel culturel et on reversait les fonds des événements à des associations d'utilité publique qu'on sélectionnait. Et dans ce premier parcours finalement un peu entrepreneurial m'a appris 2 choses. La première, c'est que il faut payer les gens. En fait, l'associatif c'est bien pendant un moment, mais au bout d'un moment ça commence à être un peu compliqué. Donc déjà voilà, quand vous entreprenez, pensez quand même que ça coûte de l'argent et que les gens, même s'ils sont motivés, qu'ils partagent votre vision, etc. du projet, il y a un moment où il faut quand même rémunérer parce qu'ils ont besoin de vivre normalement. Alors là, on est dans le cadre d'une association, mais forcément, ce qui s'est passé avec l'association, c'est que ça a duré pendant 1 an, c'était la folie. On a fait de très beaux événements. Puis très rapidement, d'une association, on a été 10, on s'est retrouvé 2, 3. Voilà. Puis on a continué à organiser nos événements, à se battre, mais forcément, ça prenait beaucoup plus de temps. Et puis il y a un jour où forcément, on a commencé à vraiment travailler à côté, on n'était plus étudiants. Et puis l'association a chuté. Donc voilà, ce premier engagement finalement humain, c'est aussi de dire essayer de vous structurer, de gagner de l'argent, et puis au lieu de reverser tous les fonds, par exemple, à l'association caritative, on aurait peut-être pu en garder un peu et payer un salarié finalement de l'association pour qu'elle tourne. Ensuite, j'ai été embauché dans une toute petite structure qui se montait. Alors là, c'est pas moi qui étais l'entrepreneur, c'était un vieil homme, en tout cas un homme d'âge mûr. Et lui, il voulait monter un média citoyen en ligne encore pour donner la parole à ceux qui n'ont pas les possibilités ou les connaissances numériques pour exister sur le web. Et du coup, on a lancé en fait le projet ensemble. Moi, j'étais chef de projet à l'époque, et ça consistait finalement à créer un gros site internet où on trouvait des gens qui avaient des galères. On allait les voir, on leur disait toi t'existes pas, t'as des galères, je sais pas, ta maison elle a brûlé, l'assurance elle va pas te rembourser, quelque chose comme ça, des trucs vraiment assez horribles. Et le but du jeu, c'était de leur créer des fiches finalement sur le site internet pour qu'ils remontent grâce à des stratégies SEO. Je vais pas entrer dans les détails, mais qu'ils remontent finalement sur le web et que les autorités puissent prendre connaissance de leurs problématiques. Ça s'est très très mal passé, voilà, on va pas se mentir, hein. Pour 2 raisons. La première, c'est que le management était catastrophique, c'est-à-dire qu'on est sur un management top-down. Le patron dictait et moi je devais grosso modo fermer ma gueule et faire ce qu'il disait. Donc ça déjà, ça ne marche pas, voilà, je vous l'avertis tout de suite, ça marche pas. Et puis moi du coup, ça m'a donné cet enseignement qui est de dire fais pas la même chose toi dans tes boîtes, quoi. C'est d'être cool avec tes salariés, d'avoir le sourire, et on peut bien bosser et bosser beaucoup, mais dans une bonne ambiance.
Et le deuxième sujet, qui est un sujet un peu plus technique, c'est que finalement, on a travaillé quasiment pendant 1 an et demi sur le site internet. Le POC, le fameux Proof of Concept, le MVP, comme on en a parlé tout à l'heure. Et cette année et demie-là, finalement, il a dû investir quasiment, à l'époque, ça devait être 150 000 euros, ce qui est quand même une somme pour un site internet à l'époque. Et finalement, en fait, le POC, on recettait, on vérifiait le site, etc. Et finalement, au bout d'un moment, il est sorti, mais il n'était pas fonctionnel. Donc voilà, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le test and learn. En tout cas, pour ce qui est du numérique, quand vous lancez un projet, essayez d'abord développer la version minimum de votre projet, la version, on va dire, bêta, la version 0, et voyez déjà aller tout de suite au contact du public, de vos clients, de vos cibles, etc., pour voir si ça fonctionne. Là, c'est ce qu'on n'a pas fait pour le coup, et les 150 000 euros ont été dépensés. Alors, on avait juste l'interlocuteur qui était le prestataire en face qui nous disait « Ouais, c'est super, on va ajouter ça, ça, ça ». Puis au final, quand on l'a mis en ligne et que les vrais utilisateurs sont rentrés dessus, on s'est aperçu qu'en fait l'expérience utilisateur était nulle à chier et que les gens étaient complètement perdus. Donc voilà, on a développé un super site, mais que personne n'utilisait. Donc voilà, c'est la deuxième leçon. Et ça, pour le coup, c'était pas mal entrepreneur, mais je peux en parler quand même un petit peu. Puis ensuite, du coup, je me suis dit, je vais entreprendre moi-même. Alors, c'est un peu la même chose. Hein, j'ai énormément d'idées, ça fuse de toutes les 5 minutes. Donc, en fait, je pense que je peux créer une boîte par jour. En vrai, il y a vraiment pas de problème là-dessus. Et je me suis dit, je vais me lancer quand même. Et là, j'ai monté à l'époque avec ma maman un site de e-commerce, de vente en ligne d'objets art déco autour d'une matière plexiglas. Donc, on est vraiment sur une niche. Mais l'idée, c'était de travailler cette matière plexiglas pour faire du mobilier et faire des pièces artistiques et de les vendre en ligne dans un site de e-commerce. On avait 2 cibles, forcément. On avait un peu, sur la partie artistique, on avait un peu du B2C, donc le grand public, on va dire. Et sur la partie mobilier, on travaillait en B2B avec les magasins, etc., etc. C'était une expérience très riche. C'était super cool de bosser avec maman déjà, hein, on va pas se mentir. Hein. Puis c'est elle qui apportait les fonds, donc moi ça m'arrangeait quand même à début. Hein. On va pas se mentir. Voilà. Après on a commencé avec 5 000 euros, 10 000 euros. En tout on a mis 10 000 euros sur la table, donc pour créer le site internet, l'univers graphique, nos premières pièces, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle, à ce moment-là, elle était à l'époque, je le savais pas, mais en fait, elle venait de finir un job et elle se disait, cool, je vais tenter l'aventure entrepreneuriale avec le fils. On a monté, ça s'appelait les pièces rapportées mère et fils, la boîte. Donc, on va tenter l'aventure entrepreneuriale à 2. Moi, j'étais là, tant mieux, j'ai maman en backup. Elle est vieille, elle a de l'expérience. Au pire, voilà, quoi. Au pire, moi, je me plante, elle pourra gérer un peu derrière. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça non plus. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on a tout monté de A à Z. Ça a commencé à bien se passer. Et puis, en fait, elle a eu une proposition de taf à côté, qui était, forcément bien mieux payée que dans notre petite structure. Et qu'elle arrivait à un certain âge où elle avait besoin de sécurité, blablabla. Enfin, voilà. Hein. Après, on fait ce qu'on veut. Mais c'était un peu compliqué à ce niveau-là. Et du coup, elle m'a planté, en fait. Elle s'est barrée, elle a pris son boulot et tiens, vas-y, amuse-toi bien, fiston, merci beaucoup. Et puis, démerde-toi, quoi, grosso modo. Donc, moi, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai continué à développer le site, à développer le business. Ça marchait plutôt bien. En plus, le concept était pas mauvais. Donc, j'ai continué à faire ça. Finalement, après quelques mois, je me suis dit, maintenant, il me faut quand même des fonds propres pour relancer les nouvelles collections, reproduire, etc. Parce qu'on avait fini. Et puis là, je me suis dit, il me faudra que je trouve un associé quand même, parce que tout seul, c'est quand même un peu lourd à porter. Surtout dans ce secteur-là. Moi, c'était un secteur, j'y connaissais rien. Hein. Enfin, construire des meubles, c'est pas trop mon métier, quoi, à la base. Et du coup, j'ai trouvé un mec qui était intéressé et on s'est associé comme ça. Et là, pour le coup, on avait fait une répartition du capital à 50-50. Et en fait, c'est la bonne idée. Oui, voilà, tu connais. Et en fait, j'étais en galère, hein, on va pas se mentir. Hein, c'est pour ça aussi que je lui ai fait 50% au départ. C'est que j'avais besoin de quelqu'un. Lui, il va apporter un peu de cash. Il apportait des compétences aussi, un certain réseau, puisqu'on en a parlé, très important aussi. Et je me suis dit, là, j'étais jeune. Vas-y, on va lui filer la moitié de départ. On est tous égaux, blablabla. Et en fait, pas du tout, quoi. Et du coup, en fait, après, ça s'est pas si mal terminé, parce que finalement, lui, après, il a pris la gérance de la société. Il a continué à développer le business après pendant 2 ans. Moi, je suis sorti un peu parce que j'ai monté un nouveau projet, donc je vais vous parler après. Je suis sorti un peu de la société. Au bout de 2 ans, ça s'est fini un peu à l'amiable. Dans le sens où c'est lui qui faisait tout le boulot. Moi, j'avais encore 50% des parts et c'était pas un pacte qui était stable. Du coup, je lui ai proposé de revendre mes parts. Et là, l'erreur que j'ai faite, et c'est peut-être une erreur et je vous le souhaite, hein, je vous souhaite de faire la même, c'est que j'ai revendu mes parts pas du tout assez cher. Donc voilà, en fait, le projet après a super bien marché. Et je me suis dit encore une fois, c'est lui qui fait tout le boulot. Ça fait 2 ans qu'il bosse tout seul. Du coup, j'ai revendu mes parts à un prix modique finalement. Et je me suis rendu compte, je le savais un petit peu, mais je me suis
suis rendu compte 1 ou 2 ans après qu'en fait, bah, j'aurais pu en demander le triple, le quadruple, le quintuple, et ça serait passé quand même, quoi. Donc, la leçon que j'en ai tirée, c'est valoriser aussi ce que vous faites. Quoi qu'il se passe, même si vous êtes plus dans le business, si c'est votre idée à la base, que vous avez monté tout, votre bébé, etc. Après, il y a des gens qui sont, pour moi, il y a des gens qui sont créateurs. Je fais partie, je pense, de cette partie de population. Et après, il y a des gens qui sont followers, ils sont capables de développer vraiment très bien les projets que vous pouvez monter. Et voilà, faut pas vous dévaloriser parce que juste vous avez eu l'idée, vous avez mis le projet en place et après, ça vous a, entre guillemets, vous êtes passé à autre chose. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis passé à autre chose parce que du coup, on m'a appelé pour m'associer dans à l'époque, c'était une application de valorisation de la musique classique. C'était une artiste, une artiste, c'est ça, une nana qui bossait pour l'opéra, qui avait monté une application, donc téléphone, un jeu un peu pédagogique pour sensibiliser les jeunes générations à la musique classique. Et c'était une très belle application qui avait coûté pareil une super blinde et qui avait aucun business model derrière, donc aucune rentabilité. Et son business model, c'était grosso modo, je vais vendre mon application au téléchargement à 20 €. Alors on parle de ça il y a quand même 15 ans, un truc comme ça. Ouais, ça 15 ans quasiment. Autant vous dire qu'on vendait pas des applications à 15 €, personne n'achetait ça. Donc moi, quand je suis arrivé, je lui ai dit, mais écoute, bon courage, bonne chance, quoi. Mais le projet, en revanche, m'intéressait et surtout, c'était une structure qui m'a permis assez rapidement, parce que je suis arrivé, en fait, elle m'a contacté pour que je fasse tout son business plan. Du coup, j'ai fait son business plan, on a avancé dessus. Et en fait, bah moi, mon réflexe, ça a été de me dire, ton application, elle sera jamais rentable. Comment on va trouver un moyen parallèle pour la rentabiliser? Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai créé un nouveau produit, en fait. C'était une application qui s'appelait eLive Plus, qui était censée augmenter l'événementiel culturel. Donc, c'était une coquille vide d'application qu'on vendait en B2B aux salles de concert, aux salles de ciné, aux salles de théâtre, etc., pour casser les murs de la salle de spectacle et accéder à un public extérieur via la diffusion en live de l'événement et tout un tas de contenu en amont, du contenu exclusif, etc. Et donc ce concept-là, je l'ai monté. Elle est partie en plus à un moment de la société. Elle a fini son application. Elle vivait quasiment que de subventions à l'époque. Donc c'est pareil. Ça c'est une très bonne leçon aussi si vous pouvez vous passer. Alors, je mesure mes propos, mais si vous pouvez vous passer de subventions et faire ça par vous-même, faites-le, parce qu'au bout d'un moment, on a quand même tendance à être perfusé sous subvention, et quand elles arrêtent, bah, finalement, on se rend compte que le business model, il est pas fiable. Et je pense pas, en tout cas, qu'un investisseur viendra investir des millions dans une boîte qui est sous perfusion de subventions, qu'elle soit publique ou privée. Bref, je continue mon histoire. Donc du coup, moi, je continue ce projet Live Plus. Je reste. J'étais incubé à la Gaieté Lyrique à Paris, pour ceux qui savent. Et la startup commence à se développer. Donc je fais mon POC, là, justement, ma coquille vide d'application. Je vais voir les opéras, les salles de concert, tout ça à Paris. Ça commence un petit peu à prendre. Alors là, il y a une première leçon aussi, c'est le time to market. Je pense que ce produit-là arrivait trop tôt sur le marché. La maturité du secteur culturel la maturité numérique du secteur culturel était pas encore à son top. Du coup, ça m'arrivait d'arriver dans les directeurs de salle, les mecs, je leur parlais d'une application, ils me regardaient avec des yeux, t'es qui toi, mec? Moi, je fais de la culture, s'il te plaît, tu vois. Donc les mecs, ils étaient quand même un peu tout là-haut, et tu leur parlais de numérique, ils s'en foutaient en fait. Pour eux, il y avait que la salle, l'endroit, les vibrations, l'émotion. Sauf que bah forcément, encore une fois, le secteur culturel est un secteur aussi qui est quand même assez subventionné, et que s'ils pouvaient trouver des solutions pour financer un petit peu plus leur spectacle, etc., ça serait mieux, et c'est ce que je proposais. Bref, il y avait ce type to market et la maturité numérique. D'ailleurs, on peut faire des parallèles avec le territoire aussi à certains égards. Bref, la maturité numérique. Et en fait, moi, j'ai continué ça. J'ai fini par en fait développer tout ce projet. Alors, elle était au courant. Elle avait pris un boulot. Elle avait pris un boulot à l'Opéra de Paris en parallèle. Elle avait fini son application qui se vendait pas, qui était optimisable. Enfin bref, voilà, on y passait des heures. Et à côté, moi, j'ai lancé ce projet-là pendant 1 an. Donc là, pareil, il a fallu toucher vraiment à tout, du juridique, du développement, intervenir avec beaucoup d'acteurs, et en étant incubé dans un incubateur, dans un accélérateur. Pour le coup, là, on a accès à tout ce réseau-là, donc c'est vachement intéressant. Ça, c'est peut-être un conseil aussi dans l'entrepreneuriat, pour éviter d'échouer. Entourez-vous. Et dans ce genre de structure, il y a des structures, alors il en existe quand même aussi en Calédonie,
entourez-vous de connaisseurs et de spécialités. Aujourd'hui, typiquement, moi, avec les sociétés, j'ai commencé à trop grandir. C'est moi qui faisais les fiches de paie, c'est moi qui faisais les contrats de travail, etc. Et tout ça, j'ai externalisé la comptabilité, et tout ça, j'ai externalisé maintenant. Bon, alors c'est facile de le dire. En fait, c'est un vrai coût quand même pour l'entreprise. Mais si on transforme ce coût en temps de travail passé par l'entrepreneur sur ces tâches-là, qui sont à faible valeur ajoutée pour lui et qui a autre chose à faire, grosso modo, là où il devrait trouver du business, on se rend compte qu'en finalement, c'est quand même assez rentable. Donc ça, c'est aussi une bonne leçon. Quand vous avez les moyens, entourez-vous. Et puis, quand vous n'avez pas les moyens, débrouillez-vous pour construire un réseau. Et voilà, ce genre d'événement. Et bravo, Naomi et Pépite pour ce genre d'accompagnement, qui est vraiment important d'aller puiser un peu les connaissances des autres. Si on en revient un petit peu à mon histoire de Live Plus, là, d'application, etc. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, au bout d'un an, quasiment, le POC était terminé, était validé, etc. J'ai commencé des grosses discussions avec pas mal d'investisseurs. On avait trouvé, je vais organiser une levée de fonds, avec un investisseur en particulier qui était très intéressé par le produit, à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et en fait, donc, j'en ai évidemment parlé à mon associé à l'époque pour lui dire, voilà, le projet avance, on a cette proposition, qu'est-ce que t'en penses, tout ça. Et là, sur le coup, la répartition du capital, elle était à 51, moi j'étais à 49, parce qu'à la base, c'était comme sa boîte, donc moi je suis arrivé derrière. Et en fait, le jour du rendez-vous de la levée de fonds, elle arrive, et puis elle a commencé à vouloir renégocier le pacte d'actionnaires. Donc là, je crois on était à 12%, je crois, de la boîte pour 350 000 euros. Et elle a commencé à vouloir renégocier, c'est-à-dire que devant l'actionnaire avec qui on avait déjà tout validé, grosso modo, normalement, c'est le jour de la signature, on signe, on bouffe des croissants, on boit du champagne, quoi, non, pour la faire courte. Et elle, à ce moment-là, on va faire 10%. Donc là, forcément, voilà, l'investisseur m'a regardé comme ça en me disant comment ça va faire 10%, c'est pas ce qui a été dealé. Là, forcément, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Le deal a été à reporter. Alors, l'investisseur nous a pas dit genre dégagez tout de suite. Il nous a dit bon, écoutez, voilà, vous n'êtes pas encore tout à fait prêt, discutez-en et revenez me voir. Sauf qu'en fait, revenez me voir, c'était mort, quoi. À partir du moment où la négociation s'est pas faite, enfin, en tout cas, il y avait plus de négociation à faire, on devait signer les papiers. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé derrière, c'est que je me suis aperçu qu'elle avait l'impression que je lui volais sa boîte. En fait, elle a l'impression qu'elle avait perdu le contrôle de sa structure, alors qu'elle était 51%, et que je lui volais sa boîte. Et du coup, elle me faisait payer. Finalement, elle a fait planter la levée de fonds pour ça, alors que moi je le faisais dans un objectif qui était complètement différent, qui était de financer son projet à elle, et si possible en plus d'avoir un projet en parallèle. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, la leçon que j'en ai tirée, la principale leçon déjà, c'est attention avec qui vous vous associez. Quand vous allez avoir affaire, et je vous le souhaite, à des investisseurs, 80-90% de la décision d'investir dans votre société, ça se fait sur votre tronche et la tronche de votre associé, quoi. Quand je dis votre tronche, c'est vos compétences, etc. C'est votre complémentarité. Mais ça, c'est vraiment important. Et ce que je croyais avoir avec cette nana-là, qui était du milieu culturel, moi, j'avais plus l'orientation business, on trouvait un bon équilibre, etc. Bon, en fait, ça s'avérait une faiblesse plutôt qu'une force à la fin, puisque elle n'avait aucune notion de business, ne s'y intéressait pas du tout, et du coup elle a cru que je volais sa boîte, et elle a pris des décisions qui ont fini finalement par nous séparer, puisqu'évidemment après avoir bossé autant sur le projet, moi je suis rentré un peu dégoûté. On a essayé de raccrocher un peu les morceaux pendant 2-3 mois, essayer de continuer. Et puis au bout de 2-3 mois, c'est pareil. Je lui ai dit, bon, écoute, maintenant c'est terminé, je te revends mes parts et je me casse. Et après, c'est pas une erreur, j'avais pas trop de choix, mais en tout cas, c'était un coup de tête parce que j'étais à 2 doigts de la dépression quand même. J'ai revendu mes parts pour une bouchée de pain, et c'est comme ça qu'on s'est séparés. Voilà, encore un échec, hein, flagrant, mais en revanche, l'expérience a toujours été belle, et de cet échec, la complémentarité avec l'associé est vraiment importante, et c'est un facteur qu'il faut prendre en compte. Alors après, il y a plein de petites choses techniques, évidemment, ne pas renégocier un pacte d'associés devant l'investisseur, évidemment. Ça paraît évident aujourd'hui, mais ça ne l'est pas forcément. Bref, il y a beaucoup de choses, mais en tout cas, tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, et alors je continue l'histoire quand même pour faire un petit peu l'histoire. Après, à ce moment-là, je me suis dit, ok, plus jamais j'entreprends, parce qu'entreprendre, c'est aussi être 24 heures sur 24 sur son projet. Moi, je me relevais au milieu de la nuit quand j'avais une idée pour bosser 2 heures, finaliser les trucs à droite à gauche. Et ça, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est quand même, alors certes, il y a une vision, il y a des convictions, etc., mais c'est quand même, faut se donner corps et âme, et c'est un vrai métier, finalement, à temps plein. Et quand je dis temps plein, c'est pas 8 heures sur 24, c'est 24 heures sur 24. Donc, à ce moment-là, puis avec le dégoût de cet échec, ce deuxième échec, finalement, après cette première expérience. Donc là, je me suis dit, bon, vas-y, l'entrepreneuriat, c'est pas pour toi. Laisse tomber, aie des idées, et puis laisse les autres les développer, les créer pour toi, etc. Bref, voilà. Et puis, il se trouve que je suis arrivé maintenant il y a 3 ans en Calédonie,
et avec aucune intention d'entreprendre, hein, vraiment. L'idée c'était de. Après j'ai dirigé une agence de communication pendant ce laps de temps. J'ai dirigé une agence de communication à Paris, et puis je me suis mis en consultant et j'ai fait le tour du monde où je faisais le journaliste à travers le monde sur la transformation numérique pour faire des articles pour des médias en métropole. Et quand je suis arrivé en Calédonie, du coup, j'étais passé pendant mon tour du monde pour faire un peu l'état de la transformation numérique de la Calédonie. Et j'avais rencontré juste des acteurs locaux ici. Et quand je suis arrivé en Calédonie pour me poser définitivement, j'ai revu ces acteurs locaux qui voulaient m'embaucher. Et l'un d'entre eux m'a dit, mais attends, j'ai vu que tu avais monté des boîtes, est-ce que tu veux pas remonter une boîte? Là, je l'ai regardé, le mec, j'ai fait, oh, t'es chaud, toi. Et en fait, je lui ai dit, ouais, écoute, pourquoi pas. Et là, j'ai fait certaines erreurs en moins, c'est-à-dire que je lui ai dit, moi, je veux bien monter une boîte, mais toi, tu vas faire quoi dans cette boîte, etc. Donc, il m'a dit, écoute, moi, je t'apporte l'argent. Ok, vas-y, on va commencer comme ça, c'est très bien. Donc le mec a apporté les fonds propres pour lancer la boîte. Alors, on parle pas de dizaines de millions, mais quand même d'une certaine somme. On a testé sous forme d'association au début, ça c'est important aussi. Il y a d'autres statuts juridiques que la SARL ou que la SAS pour lancer une boîte. Si vous voulez tester sans prendre vraiment de risques, etc., en ayant justement là en plus une ouverture sur des subventions pour tester vraiment votre business model et puis quand même pouvoir vous rémunérer, etc. un petit peu. Le format associatif est intéressant. C'est comme ça qu'on a monté Neotech pendant 1 an et demi, c'était une association et ça a permis vraiment de développer un business model, etc. Et puis, le fait est que le business model s'est tellement bien développé que maintenant, après, on est passé dans un format startup. Et puis après, il y a des déclinaisons verticales. Donc là, Neotech, c'est sur l'innovation technologique et le numérique. Néocéan, qui a été lancé il y a quelques mois, c'est sur lagon, pêche, bateau. On est en train de travailler sur Néo-santé, après Néo-tourisme, etc. Donc il y a vraiment cette possibilité de développer ces verticales médias ici localement. Et puis forcément, ce qui fonctionne en Calédonie fonctionnera quasiment sûr en Polynésie, dans les dom-toms, en métropole, sur des petits territoires. Et voilà. Je sais pas quoi vous dire. Aujourd'hui, c'est compliqué. En fait, je peux pas vous dire que j'ai réussi. Hein, on va pas se mentir. Pour l'instant, j'ai rien réussi du tout, à part avoir monté des entreprises qui fonctionnent et qui font un chiffre d'affaires, à embaucher des salariés. Je sais pas si on peut considérer ça comme une réussite. Hein, faut se valoriser un petit peu. Mais pour l'instant, il y a rien de réussi puisque finalement, à terme, c'est quand même de pouvoir se verser un salaire et puis dans le cadre d'une start-up, de pouvoir revendre la start-up avec un effet multiplicateur sur le prix de vente. Donc pour l'instant, moi, j'ai rien réussi. Sur les échecs, je crois que je vous ai partagé pas mal d'échecs de ma vie entrepreneuriale, donc il y a quand même pas mal de choses à piocher là-dedans. Et puis je voudrais surtout aussi un petit dernier mot pour le programme. Je voudrais quand même vous encourager à entreprendre. On parle d'échecs aujourd'hui, certes, c'est important. Alors on n'est pas obligé d'échouer non plus. Hein. On peut aussi il y a des gens qui réussissent naturellement dès le premier coup. Je pense qu'on peut prendre ces gens-là pour modèle aussi, hein, c'est important quand même. Mais l'échec, quoi qu'il en soit, en fait, c'est jamais un échec. Finalement, la leçon moi que j'en ai tirée, c'est que tous ces projets entrepreneuriaux, rien que d'en parler avec vous maintenant, ça me rappelle des bons souvenirs. En fait, le négatif, il disparaît avec le temps. Ça me rappelle des enseignements. Et aujourd'hui, j'essaye de tirer toutes ces, même inconsciemment, hein, c'est pas forcément matérialisé, mais j'essaie de tirer toutes ces expériences-là, des enseignements qui me font mieux progresser sur les sociétés que j'ai aujourd'hui. Et surtout, voilà, finalement, il y a pas d'échec, quoi. La réalité, c'est ça derrière. C'est qu'il n'y a pas d'échec, c'est juste tester un peu votre motivation et votre résilience, quoi. Voilà. Donc, je vous souhaite beaucoup de chance dans la suite de votre parcours professionnel. Bravo, Pépites, c'est top ce que vous faites. Ça fait plusieurs années que je suis le programme avec Neotech et je suis très content de voir l'évolution un peu des projets. On voit 2 là-bas au fond, là, que j'ai suivi pendant un moment. Et puis voilà, surtout, n'hésitez pas à faire. Moi, là, le mantra, c'est faites. Et puis, de temps en temps, vous réussirez, de temps en temps, vous échouerez. Mais en fait, vous gagnerez toujours. Là, vous connaissez la citation, quoi. Je suis nul en citation, donc je vais pas copier mes collègues. Voilà, merci beaucoup et bon courage. Donc, est-ce que vous avez des questions avec ce qu'on a dit ? Où justement le réseau a permis un élément déclencheur ou a débloqué une situation où vous a apporté quelque chose de positif. Voilà. Merci. Alors je vais vous parler de ma propre expérience en termes de réseau, qui est absolument pas probante, par l'intermédiaire justement de collègues professionnels, experts comptables ou autres. J'ai intégré des réseaux professionnels, des cultures et purement anglo-saxonnes, nord-américaines, pour ne pas le citer, le BNI,
Et c'était absolument pas des réseaux qui me correspondaient. Hein, donc, ce sont des structures très bien organisées. Ce sont des multinationales de réseautage, mais très contraignantes. Et j'ai vraiment une culture de méditerranéen. Donc, on fonctionne à l'affect, point commun avec les Calédoniens. Bonjour les amis. À l'affect, à la parole donnée et puis au feeling. Donc, le réseau, c'est également savoir s'entourer de personnes fiables, sincères, et puis qui peuvent vous apporter un complément de compétences à tous les niveaux, financières, techniques. Voilà. Donc, c'est, en ce qui me concerne, vraiment le réseau au feeling. Voilà. Donc, et puis les bonnes morales, le bon esprit. Il existe tout de même des associations ou des organismes. Hein. Vous avez ici sur le territoire des syndicats ou des organisations patronales, la CPME, NC pour ne pas la citer, le MEDEF, Talent Calédonien, je crois également. Donc, ils sont de bonnes structures. Hein. D'ailleurs, je vais me rapprocher d'elles. Mais voilà, à titre personnel, c'est surtout le feeling et les personnes qui peuvent vous apporter des compléments et pour lesquels vous pouvez également donner le retour. Donc, il faut qu'il y ait de l'équité dans le réseau. C'est pas seulement prendre. Voilà. Et si tu permets, Naomi, je souhaitais simplement faire un petit point sur le témoignage de mes collègues. Au-delà de la conviction, la ténacité, l'énergie, je retiens tout de même de nos collègues entrepreneurs, et gardez ça pour vous, c'est très important, l'humilité. Voilà. Merci. Excuse-moi, je n'ai pas souvenir de ton prénom. Guillaume. Merci, Guillaume. Ouais, pas de souci. Alors moi, par rapport au réseau, si vous voulez, en Calédonie, en tant que femme chef d'entreprise, alors c'est pas du tout d'avoir ce côté féministe, hein, mais c'est vrai que ça se démocratise quand même aujourd'hui avec ce côté charge mentale, les enfants, et qui n'est pas forcément facile de tout pouvoir conjuguer. Donc moi, j'ai créé, en arrivant ici avec d'autres femmes, le cercle des femmes chefs d'entreprise, parce qu'on se rendait compte aussi en tant que femme qu'on n'ose pas en fait être dans des réseaux. Alors il y a des femmes d'influence, mais elles sont quand même très minimes. Et c'était aussi de savoir s'entraider sur des problématiques voilà, de femmes. Mais, et on s'est rendu compte au départ qu'on avait beaucoup de mal à créer ce côté business. C'est-à-dire que les hommes ont beaucoup plus de facilité, alors je ne sais pas si c'est dans les mœurs ou quoi que ce soit, à être dans des réseaux. Et justement, voilà, c'est en métropole, par exemple, beaucoup de choses se passent sur des parcours de golf à certains niveaux parce qu'il y a des discussions, mais il n'y a pas tant de golfeuses que ça. Il y a les clubs cigares qui ne sont pas forcément ouverts aux femmes. Et de plus en plus, en fait, les femmes investissent ces cercles de réseaux, on va dire business, qui sont en marge des activités, mais on a beaucoup de mal quand même à se mettre en avant et à oser dire bah oui, j'ai créé ça, oui, je sais faire ça, oui, je peux t'apporter ça. Et aujourd'hui, enfin, j'ai l'impression, en tout cas dans cette association de femmes, que cette entraide permet de libérer la parole et aussi de s'assumer. Parce que quand on disait, on a peur aussi des fois de se valoriser. Alors moi, je suis très très bonne pour valoriser un projet, mais moi personnellement, me mettre en avant, c'est très compliqué paradoxalement. Et des fois, quand on est chef d'entreprise, je pense que le côté d'avoir plein de doutes nous favorise en fait notre création de remise en question, mais aussi dans ces réseaux-là, on a du mal à assumer qui on est. Et finalement, des commerciaux, on va être beaucoup plus bons, mais on n'a pas forcément cette compétence quand on est chef d'entreprise d'avoir cette fibre commerciale. Donc d'être dans des réseaux et de vous retrouver avec des gens qui sont un petit peu comme vous, qui partagent des mêmes problématiques, et de libérer cette parole, elle est importante pour aussi asseoir, voilà, de grandir, de mûrir sur nos projets. J'ajouterais, suite à l'intervention d'Astrid, je suis contente que tu aies pris le micro pour parler de notre réseau, du cercle de femmes chefs d'entreprise, qui est l'association Nautilia, dont je fais partie aussi. Nautilia, j'ai intégré ce réseau quand j'ai commencé à travailler sur ma plateforme, Kideo, et voilà, au début pour voilà, acquérir des nouvelles, comment dire, enfin voilà, faire élargir le réseau, prendre des bons conseils, etc. Et finalement, j'ai trouvé un entourage très soutenant. Vraiment, Nautilia, c'est hyper bienveillant, et ça, c'est important parce que dans l'association, il n'y a pas que des femmes chefs d'entreprise avec des grosses entreprises qui ont réussi, etc. Il y a aussi des femmes qui viennent s'essayer, on va dire, avec leurs projets.
Et on accueille tout le monde. Et c'est vrai que moi, j'ai trouvé vraiment du soutien là-bas. Ça, c'est important quand on démarre et après quand on poursuit aussi. Et maintenant, voilà, Astrid fait partie des membres fondateurs de l'association. Et moi, maintenant, j'en suis la secrétaire et je suis très heureuse d'en faire partie. Pour ce qui est de l'entrepreneuriat féminin, alors c'est marrant parce que c'est le cœur de mes recherches et j'adore discuter de ça. On sort du Women's Forum la semaine dernière. Mais j'en discutais tout à l'heure avec ma consoeur Élise d'Aragon qui est ici. Le cercle de parole fonctionne très bien pour libérer, faire de la comparaison sociale et voir que on est capable de. Mais on parlait de réseau. Je suis assez nouvelle aussi en Calédonie. Ça fait 6 mois que je suis là. Alors sur une autre posture et un autre métier puisque je suis maître de conférence. Mais quand on enseigne et qu'on fait de la recherche, il faut aussi un réseau. D'abord pour arriver, pour s'intégrer, pour faire un petit peu sa place et puis pour ensuite accéder à des terrains d'enquête. Et donc il faut rester ouvert, essayer le plus possible d'aller vers même si c'est pas forcément naturel entre guillemets. Alors on croit, je me livre, hein, mais on a toujours l'impression que les autres ont confiance en eux, sont plus forts qu'eux, sont plus courageux, ils sont pas timides, etc. Mais je suis super timide, je le cache, je me soigne, je doute énormément de moi et je me remets sans arrêt en question. Mais je pense aussi que c'est mes 3 entreprises créées et les idées à la minute qui pleuvent et qui m'empêchent de dormir, qui parfois me donnent un coup de pied au derrière et me disent vas-y. Donc vous empêchez pas et tout en restant vous-même. Enfin moi je sais que c'est quelque chose que je me dis, reste toi-même et puis vas-y quoi. T'as rien à perdre, vas-y. Sur ce, vous avez encore des questions ? C'est pas grave, c'est bon. Bon, bonjour, je suis Élise d'Aragon, je suis maître de conférence en droit au département droit éco-gestion. Et là, je suis venue avec mes étudiants de licence L3, L2, L3, hein, parce que c'est à cheval. Et ils font que du droit. Mais effectivement, je suis très contente de les avoir amenés ici. Je remercie Pépite d'avoir organisé cet événement. Je vous remercie pour tous vos témoignages, parce que moi, ça m'a vraiment beaucoup intéressée. J'espère que ça va susciter en fait un intérêt pour mes étudiants via l'entreprise, parce que nous, à la Vague de droit, moi, je viens pas spécialement en métropole, j'étais pas au département droit. Je trouve qu'ils sont un peu coupés de l'entrepreneuriat, coupés de l'entreprise, et ils sont là justement pour reprendre un petit peu contact avec vous, les chefs d'entreprise, et ils sont aussi à la recherche de stages. Voilà, donc le message est passé, mais je suis quand même très contente qu'ils aient écouté vos témoignages, et puis ce thème sur l'échec qui permet de rebondir, je trouve ça très 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 bien, et puis d'entreprendre aussi. Vous voyez, moi j'étais très assise dans ma situation en métropole, dans l'université, et puis à un moment donné j'ai décidé de partir en Nouvelle-Calédonie. Je suis là depuis 1 an et je suis très contente. Voilà, j'ai entrepris quelque part aussi, hein. Merci. Donc merci. Monsieur Terrien, moi j'avais une question, quelque chose qui m'intrigue, c'est... Oui, bah... Je peux m'appeler Guillaume. Ok, parfait. Mais bon. Donc moi, ma question c'était pourquoi départ à 50-50 et pas un fameux 49-51 Moi, personnellement, ça m'intrigue. Pardon, excuse-moi, j'ai pas du coup... Du coup, départ... Ça m'a perturbé. Oui, bah du coup, départ à 50-50. Pourquoi pas à 49-51 en termes de part de la société? Bon, c'était une erreur en fait et de la gentillesse, quoi. D'accord. À la base, on a discuté. Lui, il apportait quasiment le même capital que ce qu'on avait mis nous dans la boîte en termes de financier. Moi, je savais d'une certaine manière que j'allais pas continuer à gérer cette boîte-là, donc je voulais aussi lui donner un certain nombre de pouvoirs, mais je voulais pas non plus qu'il soit majoritaire parce que c'était ma boîte, quoi. Donc ouais, mais c'est une erreur. Après, en plus, le pire, c'est que c'est une erreur, mais qui s'est
là, pour le coup, pas si mal passé. Parce que le gars derrière, il a été faire, il a géré la boîte pendant 2 ans et demi. Bon, après, c'est lui qui a pris le plus d'argent sur cette histoire. Mais voilà, c'était vraiment, c'est l'occasion qui a fait le larron, entre guillemets, quoi. D'accord, merci Guillaume. Donc s'il y en a qui ont des questions avec ce que l'on vient de voir, il nous reste combien de temps, Naomi? Encore 10 minutes? Oh bah allez. Justement, peut-être plus pour Aude et Astrid, l'élément, on va dire, à partir du moment, parce que du coup, quand on porte un projet, bah, vous l'avez dit, un peu, c'est vos bébés, etc. C'est pas évident de dire je passe à autre chose. Qu'est-ce qui a vraiment fait que du coup, parce qu'après, du coup, Sport 24 continue, et voilà, qui vraiment a fait que bah, vous vous êtes dit, bah non, je passe le flambeau, je passe sur autre chose, définitivement. J'ai pas su en fait passer à autre chose à Sport 24 parce que mon histoire au Figaro s'est mal terminée parce que j'étais obligée. En fait, ce qui est marrant dans ma vie, c'est que j'ai commencé cette boîte en même temps que j'ai eu un enfant. Donc pour moi, j'ai eu l'impression d'avoir 2 enfants. Donc cette entreprise est mon vrai fils. Et en fait, quand je suis arrivée, quand on a été racheté par le Figaro, donc on est arrivé dans un gros média, en plus très influent, avec voilà une hiérarchie qui correspondait pas du tout à l'esprit start-up. Donc j'ai tenu 3 ans. 3 ans où là, ce n'est plus notre entreprise, mais on est quand même encore à la tête de son média. Et en fait, j'étais obligée d'aller au clash et j'ai terminé en burn-out. Alors oui, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais parce que je n'arrivais pas à lâcher et que c'était mon bébé et j'étais incapable de l'abandonner. Et pour autant, il fallait que je passe à autre chose parce que ce que je pouvais apporter en tant que start-up ne correspondait pas à ce que pouvait apporter le Figaro en tant qu'assise beaucoup plus solide. Et dans un schéma voilà, plus traditionnel et ancestral. Parce que, et du coup, oui, je me suis retrouvée. Un burn-out, c'est compliqué. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. On met un petit peu ce mot aussi partout, mais un burn-out, c'est vous vous retrouvez devant un psy et il vous pose juste la question de savoir qu'est-ce que vous aimez et vous n'êtes plus capable de répondre à cette question. Moi, j'ai mis 1 semaine à écrire quelque chose sur une ligne, sur une feuille, d'écrire un mot de ce que j'aimais. Et pourtant, j'aimais mon fils. Mais si vous voulez, faut faire attention, c'est pour ça les chefs d'entreprise, c'est compliqué, faut être solide. J'ai rebondi, j'ai pas, voilà, j'ai suivi ma thérapie comme toute personne qui arrive en burn-out, mais c'est vrai que quand on est tellement investi dans son entreprise, bah moi j'ai pas su sortir de ça. Et j'étais obligée d'aller, voilà, à l'extrême, qui m'a fait encore grandir. Enfin, c'est toujours pareil, mais c'est vrai que il y a des personnes dans ce cadre-là peuvent, sans être très noir, mais le suicide de chef d'entreprise, ça existe. C'est aussi une action de Nautilia. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on n'en parle pas et je ne veux pas, c'est minime, mais il faut être solide et pas se dire parce qu'à un moment donné, on est dans un échec, on a tout donné ou quoi que ce soit, que la vie est terminée. C'est pas vrai, c'est comme dans tout, mais on n'en parle pas et pourtant, il y a beaucoup de dispositifs qui sont mis en place parce que on donne tout. Quand on crée des emplois, on est responsable aussi des gens qu'on embarque dans l'aventure. On ne peut pas laisser sur le carreau. Des fois, on fait des mauvais choix de gestion. Mais c'est aussi une réalité. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des associations et des garde-fous derrière pour justement épauler ces situations-là. Et on en ressort complètement grandi. Et moi, j'ai toujours le goût de l'aventure et j'ai toujours, par rapport à tout ça. Mais ouais, c'est pas facile de quitter son entreprise. Enfin, je pense que c'est pas une question de réussite ou pas, c'est d'abandonner un projet auquel on a tout donné, comme dans la vie perso. C'est vraiment les parallèles. Faut pas avoir peur de ça. Moi, j'ai eu peur parce que pour moi, c'était honteux au départ un échec. Mais aujourd'hui, je me dis, mais non, mais heureusement qu'il en existe. Et même dans le quotidien, on se plante sur un appel téléphonique, on va être meilleur sur l'appel d'après. Voilà, tous les échecs sont à tous les niveaux. Et voilà, comme on dit, c'est la plus grande richesse finalement. Il faut rester positif, ça c'est sûr. Merci, c'est vrai que c'est important de parler de ça. On est pile dans le sujet. Donc moi j'avais une question, mais ce serait pour des gens qui voudraient se lancer, par exemple, dans l'entrepreneuriat. Combien de temps ça prend, en tout cas, vous, quand vous avez créé votre entreprise, par quelle personne faut passer, par exemple? Vous, en tout cas, votre expérience? Alors, voilà, déjà,
passer par Pépite, je pense que c'est une bonne chose. Hein. Ça commence par là. Et je parlais tout à l'heure des différents parcours proposés aussi par l'ADI ou par Initiative NC. Ce sont aussi des associations qui permettent justement de propulser des porteurs de projets. Vous avez aussi l'incubateur. Il faut faire le tour en fait de toutes ces organisations-là. Et puis... c'est ça, j'allais dire combien de temps ça prend, c'était ça aussi la question de créer un projet. C'est très aléatoire parce que déjà ça dépend de où on en est dans son parcours. C'est vrai que quand on est étudiant, j'aurais tendance à penser qu'on a peut-être un petit peu plus de temps que quand on est déjà salarié, etc. Mais bon, c'est peut-être une idée fausse, hein, vous me direz. En tout cas, il n'y a pas de moyenne de création d'un projet. Je pense que parfois ça reste en suspens dans la tête pendant des mois, voire des années. Et puis d'un seul coup, paf, c'est le bon moment. Faut savoir suivre aussi son intuition. Et puis après, quand on trouve l'envie, la motivation, ça peut aller très, très vite. Voilà. Je sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose à ça. Alors sur la création d'entreprise, on peut rigoler pendant longtemps, je pense. Hein. Effectivement, je suis tout à fait d'accord. Il y a des organisations ici qui sont très bien et qui vont vous donner des conseils et vous accompagner, etc. Maintenant, il y a un moment aussi, il faut mettre les mains dans le cambouis. Je trouve que finalement, cette création d'entreprise, c'est aussi le premier stade finalement de l'entrepreneuriat. Et surtout en Calédonie, parce que c'est un peu le parcours du combattant. Tu dois aller voir plein d'organisations, tu dois remplir plein de papiers différents, etc. Et du coup, ça te donne une bonne vision de ce que ça va être après l'entrepreneuriat aussi. C'est-à-dire toucher à tout et mettre les doigts dans, vulgairement, le caca. Et là, c'est la création d'entreprise en Calédonie, c'est un peu ça, quoi. Voilà. Ouais, en métropole aussi, mais t'as quand même des démarches en ligne et tout. Là, c'est quand même vraiment... Mais ça s'améliore, on progresse. Donc, ça prend du temps. Mais les SARL, je suis VIP là-bas. Hein. Maintenant, la CCI, ils me connaissent. J'ai ma petite médaille à l'entrée, tout ça. Mais une fois que tu en as fait une, c'est bon, quoi. Mais ouais, c'est un peu long, quoi. Ben voilà, merci. C'est résumé, en tout cas. Hein. Et personnellement, j'ai plus de questions. Si vous avez des questions ou... Merci de votre venue aujourd'hui. Je voulais vous demander, à votre niveau d'expérience là aujourd'hui, est-ce que vous avez d'autres rêves encore, d'autres projets encore? Bah écoute, oui, quand même. Moi, je suis jeune encore, regarde, tout bien conservé, tout ça. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Non, évidemment, tu vois, typiquement, en fait, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure. La plupart du temps, être entrepreneur, c'est aussi être créatif quand même. Hein. Faut arrêter de se lancer et de créer quelque chose from scratch, quoi, de rien du tout. Donc, forcément, quand t'es créatif, t'as plein d'idées. Et tu vois, typiquement, moi, je te dis, les médias, là, au début, j'ai complètement pivoté. Mon projet, c'était de monter un média sur la tech et l'innovation technologique et d'agréger après toutes les populations du Pacifique, etc., sur ce média-là. Et en fait, je me suis rendu compte que l'information calédonienne n'intéressait pas la Polynésie et vice-versa. Et du coup, je me dis, on va créer en fait un modèle de micro-média ultra localisé. Et puis après, du coup, je me suis dit, une fois qu'on a ce modèle qui fonctionne, on va le décliner en fait, tu vois. Donc après, il y a eu Néocéan. Là, je suis en train de travailler sur Néo-Santé. Tu vois, en fait, ton projet entrepreneurial, c'est aussi pour moi un endroit où finalement tu peux faire un peu ce que tu veux. Tu designes ton entreprise comme tu le veux toi. Et à partir de ce moment-là, effectivement, des projets, ils continuent en fait. Ton projet, c'est pas un projet qui reste le même, etc. Il évolue tout le temps. Et après, c'est un peu aussi à toi de voir où tu veux mettre l'accent. Il y a un truc qui est vachement important et pour le coup, qui est une cause d'échec aussi, c'est qu'il faut savoir prioriser quand t'es entrepreneur. Tu fais tellement de choses et tu touches tellement à tout que si tu priorises pas, tu finis par te casser la gueule parce que les tâches n'ont pas la même importance et n'ont pas la même... certaines sont chronophages, d'autres un peu moins. Si tu priorises pas, tu te plantes au bout d'un moment, etc. Donc les projets, finalement, tu vois, typiquement, là, je vous parlais de structurer la partie administrative et juridique. Là, aujourd'hui, c'est un accent que je mets dessus, que je mets en priorité parce que je sais que c'est important pour la santé de ma boîte future. Et typiquement, pour moi, c'est quasiment un projet dans l'entreprise. Hein. Moi, c'est un média, tu vois, genre que j'aille gérer des fiches de paie avec des gens, etc. C'est pas mon métier à la base. Mais si je le fais pas, finalement, je le considère comme un projet dans le projet. Ou structurer en holding, tu vois, le redécoupage de ta boîte pour avoir une holding qui prend des prises de participation. Tout ça, c'est des trucs qui sont pas naturels pour un entrepreneur. En tout cas,
Pas pour moi, je fais pas de droit en l'occurrence. J'en ai fait un peu, mais jadis, quoi. Et du coup, si tu veux, en fait, t'as plein de petits projets comme ça qui sont finalement dans ton entreprise et c'est à toi de les créer. Typiquement, bah là, tu vois, j'ai envie de lancer des podcasts, j'ai lancé un podcast, tu vois. Finalement, tes projets, en fait, t'as une coque quasiment, alors, on va pas dire vide, elle est déjà bien pleine, mais t'as une coque aussi pour lancer tes nouveaux projets, le faire à l'intérieur. Et puis, tu vois, à côté, moi, j'ai une boîte de production audiovisuelle qui n'a rien à voir avec les médias. Bah, c'est un autre projet parallèle et qui fonctionne bien. Après, là où il faut, au deuxième écueil à éviter, encore une fois, bien s'entourer et trouver les personnes ressources qui vont pouvoir te remplacer quand toi, tu vas laisser la place, quoi. Parce que, voilà, par exemple, aujourd'hui, je peux pas gérer en même temps ma boîte de prod et en même temps mes médias. Donc, c'est un choix à faire. J'ai trouvé la bonne ressource, je l'ai formé, j'ai confiance en lui. Du coup, lui, il est là et ce projet-là, il continue à vivre, quoi. Merci. Juste pour s'il n'y a pas d'autres questions, c'est bon pour vous? Si. Ah, voilà. Oui, merci. Juste pour rebondir, je pense que les chefs d'entreprise ont plein d'idées, comme vous le dites, et en fait, ces idées, c'est vraiment une grande richesse, mais je crois que il faut vraiment aussi savoir s'entourer, notamment d'autres compétences, parce que vous n'avez pas toutes les compétences. Voilà. Et je crois que moi, j'ai fait de l'accompagnement de chefs d'entreprise sur la partie juridique et fiscale, évidemment. Et c'est vrai que c'est primordial. Et quand on a en face de soi des chefs d'entreprise qui viennent, ils sont super, quoi. Ils ont des super idées, etc. Mais ils savent pas le b.a.-ba de la gestion d'un projet, voilà, ou même d'un budget, même. Voilà. Donc, je pense que c'est très important de s'entourer de compétences qu'on n'a pas, toutes sortes. Merci. Alors, tout d'abord, merci de votre présentation et de votre présence aujourd'hui. On a parlé, donc quand je me plante, je pousse. Quand on se plante, on apprend. Mais c'est marrant, vous avez pour la plupart raconté des faits, des soucis que vous avez rencontrés. Vous avez conseillé donc de ne pas faire la même erreur que moi j'ai fait. Et là, on parle d'association, on parle de réseau, on parle justement de compétences avec probablement des associés. Est-ce que quand on se plante, certes on pousse, mais quand mon réseau se plante ou quand mon associé se plante, ben je pousse aussi. Enfin, j'apprends aussi la plupart des autres. Est-ce qu'il est mieux d'apprendre par nos propres erreurs ou on peut aussi apprendre à la même hauteur avec les erreurs de nos associés ou de notre réseau? Quel est votre avis sur cette question? Je pense que d'abord il faut être curieux aussi des autres parce qu'on s'enrichit, alors avec ses erreurs, mais on s'enrichit grâce aux autres, on apprend. T'arrives là, il y a 6 mois, jamais j'aurais pensé que Cyril Marchand me propose de diriger le D2E, que je travaille avec Naomi, etc. Donc on apprend énormément. Il faut laisser aussi se laisser vivre l'instant et puis prendre ce qui nous est donné. Partager et après faire le tri, prioriser comme disait Guillaume, mais on apprend des autres. Les autres enrichissent notre parcours. Moi j'apprends de mes étudiants tous les jours ils m'apprennent. J'ai appris plein d'expressions calédoniennes grâce à mes étudiants. On est sortis le soir, ils m'apprennent au quotidien dans les attitudes, dans le fonctionnement ici en Calédonie. Si j'avais pas été avec mes étudiants, j'aurais pas appris aussi rapidement que ça. Donc ouais, on apprend tout le temps. Donc de ses erreurs, de ses réussites aussi, et puis des autres, de nos rencontres, du réseau. Moi, je trouve que l'associé, c'est un peu ton miroir aussi. Tu vois, là, pour le coup, moi, je suis un peu tout seul. J'entreprends tout seul, entre guillemets. J'ai pas de bras droit, vraiment. Et ça devient compliqué aujourd'hui parce qu'au bout d'un moment, tu tournes en rond dans ta tête, quoi. Donc, tu peux apprendre de toi-même, certes, mais au bout d'un moment, bah, tu finis par un peu être dans ton poisson rouge dans son bocal. Et l'associé, il a aussi ce rôle-là. Il a ce rôle de miroir, de confronter, déjà d'exprimer ce qui est quand même la base d'un entrepreneur, ses doutes, de voir si c'est validé, etc. Et de l'autre côté aussi, d'avoir la vision partagée avec l'autre entrepreneur. Donc forcément, quand lui il se plante, bah tu te plantes aussi a priori. Hein. Moi, quand ça s'est mal passé, clairement, j'ai appris quoi? J'ai appris des choses pour moi. J'ai appris que fallait pas recommencer à m'associer avec des gens. Voilà, mais bon, après c'est de l'humain. Il y a un moment, il y a aussi du feeling, quoi. Tu peux pas tout maîtriser. En revanche, ouais, forcément, t'apprends des erreurs de ton associé, quoi. Non, mais après, oui, c'était mon conjoint, non, mais donc j'apprenais aussi. Non, mais après, je dirais que comme dans la vie, tant qu'on vit pas les choses,
on peut, enfin voilà, les enseignements sont forts. On peut essayer, mais des fois on est têtu. Hein. On se dit oui, enfin tu t'es planté, mais moi je me planterai pas. Bon bah des fois ça marche, mais je pense que notre expérience est quand même la plus enrichissante néanmoins. Alors en effet, on apprend de ses erreurs, on apprend des erreurs des autres. Il faut rester ouvert, ça a été dit. Et il faut rester, encore une fois, c'est un mot que j'utilise très souvent, mais veuillez m'en excuser, mais c'est tellement pour moi vrai, humble. Voilà. Et je vais vous dire autre chose, j'ai perdu le fil, ça c'est ma spécialité, ça reviendra. Mais oui, on apprend toujours des erreurs des autres, des siennes, et il faut avancer. Tomber est autorisé, et se relever est conseillé, ou quelque chose de ce genre. Un beau proverbe russe, tiens, pour le coup. Voilà, bah pour terminer, je dirais que oui, on apprend toujours des erreurs des autres. J'ai une petite histoire un peu triste. On parlait, c'est Astrid qui avait évoqué tout à l'heure le suicide dans l'entrepreneuriat. Justement, j'ai un ancien associé qui s'est suicidé. Il a monté plusieurs projets qui n'ont pas marché pour la plupart. Avant, il était salarié, puis il a mal supporté en fait le fait d'arriver dans l'entrepreneuriat et de se casser la gueule complètement. Ça a été un choc. Et ce que j'en ai retenu dans tout ça, c'est que, en dehors des leçons d'humilité, etc., qu'on a citées, c'est il faut lâcher prise, voilà. Enfin, il faut vraiment lâcher prise avant que ce soit la catastrophe, parce que oui, l'entrepreneuriat c'est difficile et on peut toujours rebondir. Je veux dire, il faut toucher le fond pour remonter. Hein. C'est souvent ça l'expression. Alors, je sais plus l'expression exacte, mais en gros, voilà, il faut toucher le fond pour pouvoir prendre appui et rebondir, quoi. Mais il faut pas rester tout seul, en tout cas. Ça, c'est important. Et aussi, il y a des bons souvenirs, évidemment. C'est ce que je voulais dire, merci Aude. Lâcher prise et en fait, sachez accueillir les choses comme elles viennent. J'étais fort de mon arrogance et de mes compétences dans le surcontrôle. Ça a été une belle erreur. Je dis ça du haut de mon expérience de vie, mais savoir accueillir les choses, c'est important. Et quand les planètes sont alignées, que vous avez le bon état d'esprit, toutes les portes s'ouvrent à vous. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour vos partages. Pour conclure et finir, j'espère, sur une note positive par rapport à tous vos projets. Donc, si on prend chacun Kidéo, voilà, chacun vos projets respectifs passés, est-ce que finalement, en regardant derrière, vous le referiez quand même ou pas? Voilà. Donc bon, je pense que ça conclut bien pour dire que voilà, même si finalement l'issue n'est pas forcément celle qu'on espère, vous regrettez pas d'avoir fait ces expériences et qu'on a toujours des choses à tirer et du positif de ces expériences.